Merci Marie Desplechin d'avoir accepté de venir nous rejoindre dans les locaux de Maison des Langues en tant que directrice de la collection L'Archipel littéraire. Je suis vraiment très touchée, très heureuse de vous recevoir et j'aimerais peut-être commencer l'interview par parler d'un recueil que vous avez publié récemment, Les Grands Méchants, donc publié en 2024. Qui nous a particulièrement intéressés parce qu'il reprend les grands méchants des grands textes de la littérature classique, mais en leur donnant un tout autre aspect. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cet album et en quoi il consiste? Alors, c'est pas une idée à moi. Je connaissais la fille qui fait les peintures, hein, qui illustre les textes, et Elsa Auriol. Je la connaissais parce que j'aimais bien ses peintures et voilà. Ils avaient ce projet avec son éditrice de faire les grands méchants. Ils avaient déjà le titre et donc c'était les méchants et essentiellement des contes. Enfin, la liste n'était pas encore arrêtée. Et me disait-elle, ils ne trouvaient pas de personne pour l'écrire, hein. Alors, ça ne me semblait pas insurmontable. Et l'exercice était marrant. Donc, j'ai dit oui, j'ai fait mon essai, j'ai proposé 3 textes, ils m'ont dit ça va. Et donc, on a fait je ne sais pas combien il y en a, 12 ou 13, et on a travaillé parallèlement. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes textes à Elsa et à l'éditrice, et elle, avec l'éditrice, travaillait les peintures de son côté. Parmi tous ces méchants, on a été particulièrement intéressé par La Sorcière d'Hansel et Gretel et nous l'avons reproduit dans notre manuel. Et on a commencé, avant de le donner à lire aux élèves, par faire écouter le conte original de Grimm. Est-ce que vous pourriez nous parler de la façon dont vous vous en êtes inspiré? C'est une très très bonne idée de lire les contes avant parce que c'est des histoires captivantes et Perrault, par exemple, la langue est remarquable, quoi. Ça vaut tellement le coup d'être lu à haute voix. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment du patrimoine commun. C'est vraiment important de partager ça. Et je sais pas si la transmission c'est toujours bien aujourd'hui sur les contes, hein. Et donc déjà le fait de les lire ensemble est super intéressant. Et donc, il s'agissait de trouver le personnage qui est proposé comme l'opposant dans le conte. Et donc là, dans Hansel et Gretel, qui est un conte que j'adore, c'est la sorcière, donc, qui essaie de manger les enfants. C'est le schéma classique de toutes les sorcières. Et donc, elle est super facile à défendre, en fait. Et c'est le principe des grands méchants, c'est faire des textes. Donc, alors, vous prenez le méchant et vous faites le texte qui dit « En fait, je ne suis pas si méchant que ça. » En fait, on m'a mal compris, ou alors je me suis mal expliqué, ou alors j'ai des excuses. Et c'est une forme d'apologie ou de plaidoirie adressée à qui veut l'entendre pour se défendre. Et alors, ces différentes plaidoiries, selon les personnages, ça va être différents types d'excuses. Mais après, il y en a qui ont des vraies raisons. C'est-à-dire le loup, évidemment. Le loup, il n'est pas végétarien ou il claque, donc voilà. Ou alors Dracula aussi. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Et la sorcière, c'est très facile parce que ces contes-là, ils sont ancrés dans les épreuves de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, qui est la faim, qui est la pire chose et qui revient et qui revient encore. Là, c'est super intéressant à aller chercher en disant, mais vous savez, les gens sont peut-être pas si méchants, la situation est terrible, faut voir. Et cette sorcière, elle correspond à ces femmes vieillissantes, exclues. Et là, c'est pareil, je pense que c'est une espèce de schéma anthropologique, en fait, qui sont exclues de la communauté et dont on dit voilà, qu'elles sont sorcières au sens de la sorcellerie noire. Et donc, elles font des choses horribles. Donc, la pire chose horrible, c'est tuer, manger les enfants. Voilà. Et donc, elle est super facile à défendre, hein, puisqu'évidemment, une quantité de ces femmes n'avaient rien fait à personne à part vieillir et pas mourir en couche. Et que du coup, elles se retrouvaient persécutées. Donc, il suffisait de dire ça, en fait. Quand je suis une pauvre vieille femme, vous m'avez déjà chassée, et maintenant, on m'accuse. Et on sait bien que les enfants peuvent être menteurs ou fabulateurs, inventer des histoires. Donc ça, c'était assez facile à imaginer que les enfants aient monté toute une baraque pour X ou Y raison et qu'elle se retrouve accusée de quelque chose. Donc ça me semblait très légitime, hein, comme histoire, hein. Et ça veut dire que quand vous l'avez écrit, vous preniez parti pour elle? Ah ben j'étais la sorcière, bien sûr, hein, ça me va très bien. Mais quand vous faites ce genre de truc, vous devez être du côté de celui qui se défend. Parce que sinon, c'est comme un avocat. Un avocat, quand il va défendre son client, il prend son parti. Sinon, il n'y arrivera pas. Et il y en a un que j'ai pas voulu faire, parce que je vois alors, vraiment pas comment on s'en serait sorti, c'est l'ogre. C'est indéfendable.
Et donc, ouais, c'était assez facile parce que ces contes-là, ils ont plusieurs ancrages. Ils ont des ancrages historiques, c'est-à-dire vous voyez bien où ça se passe selon le moment où ils ont été écrits, qui les a écrits. C'est pas par hasard que Grimm écrit les contes de Grimm. Et c'est pour tout à fait d'autres raisons. Et certainement pas par hasard aussi que Perrault écrit ou que voilà. Donc ils ont des très profondes racines historiques. Après, ils ont des racines anthropologiques. Et après, dans les contes, il y a quelque chose qui est incassable en fait. On ne sait pas pourquoi les contes c'est si magique. Moi, j'avais travaillé dessus, réfléchi dessus. Et il y a quelque chose qu'on peut analyser sans fin. C'est pourquoi les contes, ça dit une vérité à ce point-là, quoi. C'est quoi cette vérité? Et c'est vachement beau. Mais alors, c'est pour ça que c'est important de les lire en entier, c'est-à-dire de donner aux enfants l'accès en fait à ce corpus inépuisable des contes, et très très beau. Et du coup, là, en réécrivant le conte Voilà. de Là, Grimm, vous l'ancrez dans notre voilà. réalité contemporaine aussi, en parlant éventuellement de l'exclusion. Mais j'en parle avec notre regard contemporain, mais sur une réalité historique qui est effectivement celle qui devait être au XVIIe. Et une vieille femme ici est exclue et facilement soupçonnée de sorcellerie et douée éventuellement de pouvoir de guérisseuse. Ou voilà, ça c'est vrai en fait. Il suffit d'aller. Et c'est comme c'est vrai dans l'histoire du Petit Poucet que les parents abandonnent leurs enfants quand ils veulent pas aller voir mourir de faim. C'est vrai. Et vous parliez d'une plaidoirie, le fait qu'on a l'impression qu'elle s'exprime pour défendre, pour se défendre. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous devez imaginer un lecteur fictif ou est-ce que vous imaginiez qu'elle s'adressait à un auditoire comme si elle était en train de se défendre face à des accusateurs? Moi, quand j'écris, le lecteur, c'est moi, la lectrice, c'est moi. Donc, j'imagine pas d'autres lectrices. Après, je sais bien que ce que je vais trouver, ce qui va m'amuser, ça va amuser les autres, en fait, puisque j'en ai fait l'expérience. Donc, je sais bien que ça va marcher comme ça. Après, les plaidoiries, tout le monde aime faire ça. N'importe quel gosse aime faire ça. Donc, c'est un exercice qui est très excitant et agréable. Et j'imagine pas un enfant ne pas aimer faire ça. Ils veulent toujours défendre un truc ou se défendre. Et après, eux sont tout le temps accusés. Un enfant, toute l'enfance consiste à être accusé de dissimuler quelque chose, de mentir sur un point, de ne pas avoir fait quelque chose qu'on devait faire. Donc vous êtes un espèce de suspect permanent jusqu'à l'âge où vous pouvez suspecter quelqu'un en fait. Et donc par rapport à ça, un enfant, il est toujours... les enfants, ils mentent, mais ils sont bien obligés de mentir. Enfin, c'est impossible de ne pas mentir, de ne pas grandir sans mentir. Et donc ils construisent des baraques et ils vont essayer de les argumenter. Alors vous avez ceux qui sont nuls et vous avez ceux qui sont excellents. Et leur donner le moyen de faire ça dans un cadre par rapport à une réalité qui n'est pas la leur, enfin qui est la leur, mais de loin, quoi, qui est pas, c'est pas personnellement éprouvé. Et franchement, je pense qu'ils adorent ça. Bah, c'est quelque chose qu'on a ressenti dans votre texte et justement notre proposition pédagogique, c'était de proposer aux élèves de défendre leur sorcière. Est-ce que c'est une sorcière innocente qui a vraiment été manipulée par Hansel et Gretel ou est-ce qu'au contraire elle est assez machiavélique, pas très sympathique et est-ce que elle dit vraiment la vérité? Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je trouve que c'est une très bonne... Après, c'est vrai qu'il y a aussi une fascination pour la méchanceté, le mal, la violence. Voilà, c'est une fascination qui est légitime et entretenue aujourd'hui. Donc, c'est très bien de faire travailler dessus. Non, moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire, si eux peuvent s'y mettre et éprouver une partie de la satisfaction qu'on a à faire ce genre de truc, moi, je trouve ça formidable. Et en plus, c'est utiliser leur disposition naturelle. Et quel conseil, du coup, vous donneriez à un élève de 6e qui devrait écrire son propre grand méchant à lui? D'abord, de le trouver. Ouais. Et puis ensuite, de réfléchir. C'est ça, vas-y, trouve-lui des excuses. C'est comme toi, quand on t'accuse d'un truc, vas-y. Et je pense qu'il saura le faire. Enfin, je vois pas comment il saurait pas le faire. Mais... Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'autrice, de savoir que vous allez être étudiée dans les classes de 6e C'est toujours un sentiment ambivalent, qui d'une part, je suis contente, hein, parce que je me dis, oh bah alors, voilà, c'est comme une forme de distinction, donc c'est toujours très agréable. Et le deuxième sentiment, j'espère que les enfants vont être contents de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'ennuyer. C'est comme quand un livre est recommandé à la lecture en classe. Je dis, mon Dieu, pourvu qu'ils soient contents, quoi. Voilà, que ce ne soit pas une épreuve
Mais là, je pense que ça devrait aller. Bah, merci infiniment, Marie. Ben, je vous en prie. Merci à vous. Merci de votre patience. Rejoindre. Bah, c'est un vrai plaisir, un vrai honneur de vous recevoir. Eh ben non, c'est moi qui suis honorée. C'est infiniment. Je vous en prie. Merci à vous.